Dialogue épisode 13, Mathilde Larère. Mathilde, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'à nous. Je suis ravie d'être là. En préambule, on va souhaiter une bonne année à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Auditeurs et auditrices. Et auditrices, ça commence bien. En espérant que leur année soit meilleure que l'année précédente. Vous êtes historienne, maîtresse de conférences à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment on devient historienne ? Est-ce que c'est le milieu social qui fait ça ? Est-ce que ce sont les passions ou un peu un mélange de tout ça ? Alors, comment on devient historienne de façon générale, j'en sais rien. Après, je peux vous dire comment moi, je suis devenue historienne. Et oui, le milieu a joué. Mon grand-père, il était archiviste, ce qui fait qu'il était archiviste à Versailles, il dirigeait les archives de Versailles. Donc, moi, j'ai passé tous mes week-ends et la moitié de mes vacances dans les archives du château de Versailles. Alors, comment dire, c'est un peu présent, l'histoire, dans ce cas-là, comme poids. Parce qu'il me les montrait, les archives. J'allais dans les dépôts, je voyais ça, quoi. Et je suis une famille de profs. Ma mère, elle est prof de philo, ma grand-mère était prof de philo. Mon père, alors il n'est pas prof, mais il est chercheur. Voilà, c'est moi, ce que je dis souvent, je suis un peu, c'est très Bourdieu dans le texte. Je suis une héritière au sens bourdieusien. Je suis entourée de profs intellectuels. Donc, ouais, il y a des rails qui sont déjà en place, quoi. Après, pourquoi l'histoire ? C'est parce que c'est ce qui me plaisait le plus. En fait, même au début, j'ai commencé des histoires de lettres. Et au bout d'un moment, je trouvais ça intéressant en soi, mais trop coupé du réel, insuffisamment social. Et quand en licence, j'ai regardé les enseignements qui étaient offerts en licence de lettres. Ça m'intéressait, mais sans plus, alors que je voulais m'inscrire dans tous les cours d'histoire. Donc je me suis dit, ok, d'accord, c'est ça que je dois aimer. L'université en ce moment, les réformes, Parcoursup, gestion Covid, les étudiants en PLS, en isolement, travail en visio, perte de liens. Comment vous ressentez tout ça ? Comment vous le vivez ? C'est atroce, c'est triste, ça me met dans une rage à nouveau noire, parce qu'en fait, la crise sanitaire et ses conséquences, sa gestion actuelle, sont un révélateur de ce qui allait déjà pas de façon générale dans la société. Donc c'est le cas à la fac. La fac, ça fait longtemps qu'il y a de plus en plus d'étudiants et de moins en moins d'encadrement, de moins en moins de salles, de moins en moins de profs, de moins en moins de moyens. Ça fait un petit bout de temps que nos conditions de travail se dégradent. À ça s'ajoutent les réformes qui se succèdent et qui tendent à vider l'enseignement supérieur à la recherche de son sens en le prenant comme une espèce de truc qui est censé générer du fric, on comprend même pas très bien ces logiques et là, en fait, ça se percute dans le moment, puisqu'on a dans le même temps eu à supporter les conséquences sanitaires et il faut voir que autant les lycées, même les cagnes, ont été ouvertes alors que c'est du post-bac. Nous, on a été fermés. Et j'ai des étudiants qui me disaient il n'y a pas très longtemps en Zoom, parce que maintenant on les voit en Zoom. Mais en fait, ce que disait l'étudiant, mon père, il est allé bosser, il est prof au lycée. Ma mère, elle est allée bosser, elle est dans une boîte. Mes frères et sœurs sont allés bosser, ils sont au collège et au lycée. Le seul qui a été confiné, c'est moi. Et c'est vrai que, même dans le dernier truc de Castex, il dit pas un mot des universités. Il y a des millions d'étudiants qui sont en souffrance. Les profs, on va pas beaucoup mieux non plus, parce que c'est vrai que, ok, on n'a pas les problèmes économiques qu'ont les étudiants, mais c'est hyper dur de faire cours dans ces conditions-là. On est très inquiets pour nos étudiants et nos étudiantes. Et dans ce contexte, ils nous ont fait passer à l'arrache une réforme contre laquelle on avait commencé à se mobiliser à la veille du premier confinement. Il y a eu tout un tas de motions contre cette réforme et elle est passée à l'arrache en dépit de tout ce que peut dire la communauté universitaire. Donc, en gros, on se prend une baffe par jour. Et vraiment, mais sans mentir, une baffe par jour. C'est-à-dire qu'il y a chaque jour un mail, soit qui rencontre des réformes qui nous touchent, soit d'étudiants qui va mal, soit ça n'arrête pas et on ne sait pas très bien comment on va réussir à tenir la tête hors de l'eau avec tout ça, quoi. Est-ce que académiquement, on peut dire que vraiment on est à un niveau d'insuffisance quand on n'est pas en présentiel, même on appelle ça, est-ce qu'il y a vraiment des carences ? Est-ce que vraiment ça va se ressentir sur le niveau des étudiants dans les prochaines années ? Le fait d'être isolé et de ne pas avoir des cours, les cours auxquels ils sont habitués d'habitude. Sur le niveau, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie souffrance et c'est une perte de contenu pédagogique.
Rien que pour donner un exemple, moi, quand je fais cours et que j'ai les étudiants face à moi, je passe mon temps à regarder leurs réactions. On voit très bien dans un regard, dans une mimique, dans un sourire, s'ils accrochent ou s'ils décrochent, s'ils comprennent ou s'ils ne comprennent pas. Et évidemment, un cours, on le fait évoluer en fonction de ça. C'est-à-dire que quand je les vois sourire, hein, je me dis, OK, ça leur plaît, alors je rajoute un truc, je détaille. Quand je les vois regarder à droite à gauche, OK, ils pigent pas, donc je réexplique. Faut imaginer des amphis de 200 personnes, ils peuvent pas trop intervenir, donc c'est que dans le body language qu'on voit comment ils prennent quelque chose. Là, tout est perdu, donc les cours, on les dévide. Et on ne sait pas trop parce qu'ils coupent leur caméra, ce que je peux comprendre, pour tout un tas de raisons. Ceux qui le mettent très bien, mais c'est rare et il est hors de question de les y forcer à le faire. Résultat, on ne sait pas trop ce qui marche pas. Alors évidemment, c'est plus calme, hein. C'est sûr que ils coupent, il n'y a pas de son, donc il y a pas. Mais en fait, c'est quand un amphi est plus calme que justement on sait qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, qu'il faut qu'on réexplique. Et par ailleurs, dans les TD, il y a plein de moments, même si un TD, ils sont plusieurs face à nous, il y a plein de moments où on va les voir un par un, on discute. Donc tout ce qui est du domaine de la pédagogie, de l'échange, et puis les étudiants, en fait, ils suivent aussi les cours, bon, parce que ça les intéresse, mais parce qu'il y a une relation de confiance avec leurs profs, on leur apprend plein de choses dans ce cadre-là. Tout ça, c'est perdu. Et puis, bon, faut ajouter à ça que... ils ont énormément de mal à se concentrer sur les cours. Ce que je peux comprendre, parce que moi, quand j'ai fait quelques séminaires, des choses comme ça, en Zoom, où j'étais à écouter, la tentation d'aller zapper sur autre chose, ou même tout simplement, on n'arrive pas, enfin, le son est un peu coupé, on lâche. Ça n'a rien à voir que quand on est sous le regard, sous le sourire, ou parfois sous les sourcils foncés d'un enseignant. Donc ils lâchent, ils ont du mal à prendre ce qu'on leur transmet, quoi. Donc en fait, ça va créer des inégalités. En gros, les bons étudiants qui sont dans les bonnes situations, qui ont une bonne connexion, qui ont un casque qu'ils peuvent bien mettre et écouter, voilà, et qui ont à la base une bonne facilité de prise de notes, ils vont s'en tirer, mais il y en a plein qui vont lâcher, alors que notre but est d'essayer d'amoindrir ces inégalités. Et là, il y en a, on a du mal, en fait. Donc oui, ça va pas, ça va pas. Puis bon, par ailleurs, pour plein d'autres raisons qui sont pas liées à la partie pédagogique, mais comme ils vont pas bien, quand on a des étudiants qui sont chez eux avec des parents qui gueulent derrière, ou des petits frères et des petites sœurs pour le premier confinement, bon là, l'avantage c'est qu'ils n'étaient pas là, ou qui sont tout seuls dans leur chambre étudiante et Pas ou peu d'espace pour travailler. voilà, pas ou peu d'espace. Et puis une vie qui se réduit à je sors de mon lit, je replie le canapé-lit et j'installe mon bureau et je redéplie le canapé. Enfin, en fait, il pète des plombs, quoi. Et c'est normal. Et dans ces conditions, quand on n'est pas bien, la transmission pédagogique, elle est forcément entamée. Après, je demande ça autant à la professeure qu'à la citoyenne. Est-ce que vous pensez, sans y mettre de phare, que ça va être encore une année blanche, ou est-ce qu'il y a un tout petit peu d'espoir que l'année scolaire qui reste se déroule dans de meilleurs auspices? Mais ça, j'en ai aucune idée, parce que ça va dépendre. Ça va dépendre de deux choses. Ça va d'abord dépendre de ce que le ministère et les présidents d'université vont mettre comme moyen pour essayer d'assurer au maximum du présentiel. Et puis après, il y a un certain nombre de profs, et moi, j'exclus pas d'ailleurs de désobéir d'une certaine façon. Alors là, il fait très très moche pour faire des cours dehors, mais il est évident qu'à partir du printemps, moi, c'est sur les pelouses, hein, c'est hors de question que s'il fait beau, je fasse cours par Zoom. On se retrouve dehors avec des masques. Je me casserai la voix en gueuleront plus fort, mais au moins les voir, au moins échanger quelque chose. Essayer d'inventer d'autres trucs. Et en attendant, enfin, c'est fou, on a des locaux énormes qui sont vides. Il y a quand même moyen en y réfléchissant, d'assurer on n'est pas obligé de faire une année normale où ils sont Faire cours à Carrefour. Ouais, mais c'est la difficulté, on a envie de le faire pour faire quelque chose, et certains l'ont fait, et ils avaient raison, mais le problème du cours à Carrefour, c'est qu'il y a du bruit. Un cours, il faut quand même qu'il y ait un peu de calme. Moi, si quand je fais cours sur la Révolution, j'entends qu'il y a une promo sur les couches culottes, c'est sûr que ça va pas aider à mort à se concentrer, ni eux, ni moi. Et puis dehors, c'est bien aussi. Mais là, en ce moment, il fait trop froid. On a voulu essayer de faire un truc comme ça, mais si c'est pour que les étudiants ils évitent le Covid pour choper une autre crève, c'est pas la meilleure idée du monde, quoi. Mais il va falloir trouver quelque chose. Pour moi, il est inenvisageable de passer les 12 semaines. Un semestre de fac, c'est 12 semaines. Les 12 semaines sans les voir. Enfin,
Il me manque, mais il me manque, putain, c'est horrible. Et je crois qu'eux aussi, on leur manque, ils se rendent compte que finalement, ils aimaient bien venir nous voir, en fait. Alors vous avez prononcé le mot magique révolution. Donc là, on a le temps de développer des concepts. Il y a quelque chose sur lequel on doit vous reconnaître une forme d'honnêteté. En tout cas, c'est mon avis, c'est que vous êtes contre la notion de roman national et vous affirmez que l'histoire ne peut pas être neutre et que c'est une arnaque pour faire passer une histoire de droite. Oui. Pourquoi? Oh, alors, je suis loin d'être la seule à le dire, hein. C'est-à-dire que non, l'histoire n'est pas neutre, ce n'est pas possible une histoire neutre. Simplement, il faut voir ce qu'on met derrière ce terme. C'est-à-dire que l'historien, il a une méthode, hein, il a une éthique, il a une discipline, il s'appuie sur des sources qu'il lit, qu'il cite, qu'il peut référencer, qu'il confronte, hein. Il s'agit évidemment pas d'inventer des choses, etc. Donc, là, qu'on soit historien de droite ou de gauche, de toute façon, il y a cette question de la méthode. Il peut y avoir des historiens qui, à côté de ça, enfin, ou des historiennes qui sont tout à fait, enfin, de gauche et militants, s'ils font pas de la bonne, enfin, si c'est pas une méthode historique, ça va pas plus que un historien de droite. La question n'est pas là. Donc, à la base, c'est la méthode. Et puis ensuite, là où droite ou gauche intervient, c'est d'abord, par exemple, dans les choix des sujets. Évidemment, on ne traite pas les mêmes sujets et on ne pose pas les mêmes questions à ces sujets selon qu'on est de droite ou de gauche. C'est-à-dire qu'un historien de gauche il a plusieurs démarches, hein. Il peut d'abord, ça a été la première qu'ont pris les historiens plutôt militants à gauche, c'est de faire l'histoire des oubliés de l'histoire, donc tous ceux qui n'ont pas leur place dans le roman national. Le roman national, c'est les grands, et c'est les hommes d'ailleurs bien souvent, et c'est les dominants, c'est les planteurs et pas les esclaves, c'est les colonisateurs et pas les colonisés, c'est les hommes et pas les femmes, c'est les patrons et pas les ouvriers, c'est les chefs d'État et pas les hommes et les femmes de la rue. Donc le premier réflexe de l'historien de gauche, c'est de travailler sur tous ceux qui, pendant très longtemps, n'ont pas eu d'histoire. Donc moi, c'est ce que je dis, c'est faire l'histoire des lapins, parce que c'est la formule. C'est Mermet qui disait ça en parlant de Howard Zinn, qui est un des premiers à faire aux États-Unis ce type d'histoire, et qui dit tant que l'histoire de la chasse sera racontée par les chasseurs, les lapins n'auront pas d'histoire. Faut faire l'histoire des lapins. Donc ça, c'est le premier réflexe. C'est un petit peu le pendant de dire que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a plein d'autres. C'est quelque chose qui a été dit plein de fois, mais j'aime bien aider les lapins. Et l'autre démarche, c'est le risque, c'est de d'abord faire l'histoire des lapins comme victimes de la chasse, c'est-à-dire il s'est pris une balle à tel endroit, il est poursuivi, il peut pas sortir de son terrier. Bon, mais il faut pas simplement faire l'histoire des lapins comme cible. Il faut faire l'histoire des lapins qui ont un fusil. Et donc, il faut montrer le concept scientifique, c'est l'agentivité ou l'agency des dominants, c'est-à-dire voir comment tous ceux que l'on considère comme des dominants, des victimes, des dominés, pardon, des victimes, peuvent en fait être des acteurs de l'histoire, et comment ils résistent, comment ils s'acclimatent, comment ils jouent avec les dominations, comment ils les retournent, comment ils les esquivent, et tout ce travail est très important. Et ça aussi, c'est une démarche de gauche, bien évidemment, parce que elle va pas être faite par des historiens de droite dont c'est pas la problématique première. Et la troisième démarche, c'est de faire une histoire des dominants, mais une histoire des dominants qui vendent la mèche de leur processus de domination. C'est ce que en socio font les Pinson Charlot, c'est-à-dire qu'on peut faire de la socio en travaillant sur les ultra riches, sur le Gotha du Gotha, mais quand on montre justement comment ils assoient cette domination, sur quel réseau, sur quel concept, sur quelle solidarité, sur quelle sociabilité, sur quelle violence, sur quelle maîtrise de quels moyens, et quand on vend la mèche de la domination, en fait, on participe de son renversement et de la possibilité de son renversement. Et donc, dans ces cas-là, on peut faire, si on fait une histoire, on peut faire une histoire de la noblesse qui soit proprement, plutôt que de dire de gauche, de droite, maintenant je dis plutôt émancipatrice, c'est-à-dire qui donne les moyens de renverser les systèmes de domination. Et donc voilà, c'est les sujets qu'on prend, la façon dont on les traite et les questions qu'on leur pose. C'est quoi la définition d'une révolution et c'est quoi ce qui la différencie d'une insurrection, puisque vous êtes spécialiste des révolutions? Voilà,
Ouais, c'est vachement dur parce que c'est long comme définition. La révolution, c'est ce qui renverse un ordre en place, hein. D'abord un ordre politique, institutionnel, juridique, mais aussi possiblement un ordre social, même s'il y a des révolutions qui ne sont pas allées jusqu'à la révolution sociale. Un ordre culturel aussi. Ce qui est bien, c'est quand ça renverse aussi l'ordre des sexes, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Mais donc c'est le renversement d'un ordre pour y substituer non pas le désordre, ça c'est le discours des anti-révolutionnaires, mais pour y substituer un autre ordre, et un autre ordre qui est considéré comme plus juste. Donc en gros, c'est ça une révolution, hein, c'est table rase, hein, c'est du passé faisons table rase. Voilà, c'est pas un hasard si c'est dans la chanson. Et, euh, donc c'est global, donc ça pense en termes de hiérarchie, de légitimité, ça réfléchit à l'organisation des pouvoirs, ça change toutes les cartes du jeu, la révolution. Alors que l'insurrection, elle est plus sectorielle, elle est plus, elle essaie d'arracher quelque chose, un élément, mais sans forcément avoir le désir de profondément changer le système contre. Il n'y a pas de cette pensée-là. Parce que sinon, le répertoire d'action révolutionnaire et le répertoire d'action insurrectionnelle, c'est le même, hein. D'ailleurs, la révolution s'accompagne d'insurrection. La révolution est pleine de journées insurrectionnelles. Donc, voilà, les différentes prises du palais d'hiver, slash Tuileries, slash Louvre, slash Versailles, slash n'importe quoi. Enfin, ça fait partie des deux. Donc, c'est pas dans le recours à la force ou à l'illégalité qu'on va trouver la différence entre la révolution et l'insurrection. C'est pas dans les répertoires d'action, c'est dans la volonté de remplacer un ordre par un autre, d'avoir une vision d'ensemble. Et par ailleurs, alors ça c'est ce que dit Hugo, c'est que la révolution, c'est ce qui réussit là où l'insurrection échoue. L'insurrection, alors il y a aussi d'autres éléments. Moi, ce que je fais souvent comme différence, c'est que, mais là, c'est ce qu'on voit a posteriori, la révolution, toute révolution, c'est une fusion des classes. C'est des moments où on va voir des ouvriers et des bourgeois qui se battent pour la même chose. Le propre de la révolution, c'est de fédérer finalement des classes qui peuvent avoir des intérêts différents, mais qui à un moment se rassemblent dans le désir de renverser un ordre. Alors que l'insurrection, elle échoue en général à agréger d'autres classes à sa cause. Elle reste beaucoup plus intraclassiste, alors qu'une révolution est toujours interclassiste. Même la révolution russe, il y avait des bourgeois dans la révolution russe. Même les révolutions qu'on dit communistes ou plus prolétariennes du XXe siècle sont des révolutions interclassistes. C'est encore plus vrai au XIXe siècle, hein, mais c'est une fusion des classes. C'est une fusion des classes et c'est toujours polyvoque, une révolution. On a toujours dans des révolutions des groupes. D'abord des groupes sociaux qui ne sont pas forcément, en tout cas ne partagent pas les mêmes intérêts, ça c'est sûr, mais aussi des groupes politiques qui ne sont pas forcément d'accord. On peut avoir dans une même révolution des laïcs et des cléricaux, des libéraux et des démocrates, alors que les libéraux et les démocrates au XIXe siècle ne s'entendent pas. Mais à un moment, face à un ordre qui est jugé vraiment profondément injuste et qui est donc considéré comme un désordre, il y a cette alliance qui est possible. Est-ce qu'avec le recul qu'on a de l'histoire, je vais parler spécifiquement là de l'histoire de France, on ne peut pas en tout cas faire un droit d'inventaire et de se dire que les révolutions, si elles ont été souhaitables pour les conséquences sociales qu'elles ont entraînées, finalement, en termes d'ordre public et de répression du peuple, le bilan est quand même mitigé. Si je dis que 1789 a amené Bonaparte, que 1830 a amené Louis-Philippe, que 1848 a amené Louis-Napoléon Bonaparte, que la tentative d'insurrection de la Commune a amené la République conservatrice. Est-ce que finalement... Oui, mais sans révolution, en Autriche, il n'y avait pas de révolution. Ils ont gardé leur empereur. En Russie, où il n'y a pas eu de révolution, ils ont gardé le tsar pendant longtemps. En fait, ce qu'il y a, c'est que la tendance est à se retrouver avec des pouvoirs autoritaires, liberticides. Au moins, les révolutions, on va dire que ça donne des respirations dans cette histoire qui est plutôt sur le temps long et ça laisse des choses. Donc, reprocher à c'est pas évidemment, Bonaparte, c'est particulier parce qu'il n'aurait pas été possible sans la Révolution, vu qu'il ne faisait pas partie des élites. Mais ça aurait été mieux de garder l'Ancien Régime. Franchement, on n'en sait pas grand-chose. Alors on dit, l'Angleterre, ouais, mais l'Angleterre, elle a connu sa Révolution. C'est parce qu'il y a eu la Révolution de 1688 qu'après, on a eu une monarchie libérale. Elle est restée comme ça très longtemps. Franchement, si on demande aux Irlandais si ça valait pas le coup qu'il y ait une révolution, à mon avis, ils n'auraient rien eu contre. Hein.
C'est la violence de... Enfin, je ne sais plus quel historien s'est amusé à faire ça, mais si on mesure le nombre de morts du libéralisme anglais censé être non violent, gna gna gna, avec le nombre de victimes qu'ont pu faire les révolutions au 19e siècle en France, hein, le libéralisme anglais, quand on regarde la famine en Irlande, 2 millions de morts. Ouais, ils s'en tirent pas si mal que ça. Hein. Donc, c'est une vision contre-révolutionnaire de voir ça. Excusez-moi, hein, je viens de dire que vous êtes contre-révolutionnaire, mais enfin, au moins, il y a eu ces respirations à un moment. Au moins, il y a un possible autre chose à un moment. Au moins, à un moment, il y a des clubs. Au moins, il y a un moment, il y a du droit au travail. Au moins, des choses sont pensées. Alors oui, il y a des backlash après. Ouais. Mais sinon, ça aurait été la continuité du backlash permanent, quoi. Pour revenir à la question précédente sur une vision de l'histoire de droite ou de gauche, pourquoi aujourd'hui on a une vision, par exemple, des révolutions, et je vais faire un focus peut-être sur 1789, qui est quand même la révolution qui est la plus prégnante dans le substrat social du pays, où on n'entend que des travaux intellectuels et médiatiques de gens qui sont pas favorables à la révolution, que ce soit des émissions à la gloire des rois, que ce soit, on nous parle de génocide vendéen, ou que ce soit la diabolisation de Robespierre. Je vais prendre ces exemples-là qui sont peut-être les plus médiatiques. Est-ce que finalement, c'est quoi? C'est juste le cours de l'histoire qui se droitise, ou c'est juste que la gauche a tellement déçu que même en histoire, elle ne représente plus l'horizon? Alors, il faut faire la différence entre ceux qui se retrouvent justement dans ces émissions de télé, etc., Deutsche, Bern et Ferrand et toute cette clique de réactionnaires monarchistes colonialistes, et ce qui s'écrit en histoire. C'est-à-dire que je pense que si la plupart des gens allaient s'asseoir sur les bancs de la Sorbonne ou de n'importe quelle université, et pas besoin de tomber sur un prof qui s'assume comme militante de gauche comme moi, les bras leur en tomberaient, parce qu'il n'y a pas un cours dans lequel on parle de génocide vendéen, il n'y a pas un cours dans lequel même on utilise encore le terme de terreur, il n'y a pas un cours dans lequel on expliquerait que de Robespierre est un dictateur. Ce qui se diffuse, secret d'histoire, etc., ne repose absolument sur aucun sérieux scientifique. Personne ne dit ça à partir du moment où il fait de l'histoire comme discipline scientifique. Donc, on ne peut pas dire que la gauche n'a pas perdu, puisque c'est ce qui s'enseigne. Ce que je dis quand je parle de la Révolution, à aucun moment ce n'est pas quelque chose que Jean-Clément Martin ou Pierre Cernat ou n'importe qui, ou Guillaume Mazot pourrait dire dans son cours à la Sorbonne. Enfin, je dis exactement la même chose. Là, peut-être la différence, c'est que j'en rajoute dans les exclamations, dans les blagues, mais sur le fond, il y a zéro différence. Mais donc le problème, c'est ça. C'est pourquoi est-ce que France 2 donne la parole à ces gens-là? Est-ce que j'ai la réponse? Non. Le fait est que c'est ça. Le fait est que c'est ça, que c'est hyper inquiétant, que régulièrement les historiens et les historiennes écrivent contre ça, expliquent les problèmes que ça pose, publient des livres, mais le problème, c'est que le métronome se vend vachement plus que tous les autres. On s'attaque à une machine qui est très efficace, mais ça ne veut pas dire que c'est perdu pour autant. Le problème, c'est que c'est pas seulement sur France 2, je dirais sur YouTube, typiquement. Oui. Les chaînes qui font des vues sur certaines vidéos, c'est souvent, on va dire, un parti pris de l'histoire qui est, je vais utiliser le terme, c'est pas exact, mais c'est un petit peu pour aller vite, révisionniste. On nous dit, Pétain, c'était pas si mal... voilà, la commune, c'était des assassins et des voyous. Alors, il n'y a pas que non plus, parce qu'il y a aussi de bonnes chaînes YouTube, Nota Bene, il y a des trucs historiques, c'est très bien aussi. Il y a les vieilles vidéos. Alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, c'est un peu dépassé historiographiquement, mais de Guillemin qui tournent très, très bien aussi. Donc, il y a de tout, en fait. Mais oui, mais après, ça c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que quand en allumant la télé, écoutant YouTube, on a toujours la même vision d'une révolution sanguinaire, d'un dictateur psychopathe, d'un peuple vendéen qui serait génocidé, et d'une pauvre Marie-Antoinette qu'il suffit qu'il y ait son nom dans un générique pour qu'on ait envie d'acheter des Kleenex direct.
Bah ouais, forcément, enfin, les gens vont aller voir ensuite d'autres vidéos qui vont dans le même sens. Après, on a un énorme travail de déconstruction à faire justement dans les cours pour revenir là-dessus. C'est pas très difficile, hein, il suffit tout simplement de retourner aux sources en fait. Quand les sources que l'on utilise ne sont pas que les discours des contre-révolutionnaires de l'époque et que l'on se met à travailler sur d'autres types de sources, c'est pas du tout les mêmes choses que l'on voit. Vous travaillez beaucoup aussi sur la représentativité et peu ou prou, vous dites que s'il y a une grosse minorité qui n'est pas représentée aujourd'hui, ce sont les ouvriers. Alors en préparant cette émission, j'ai regardé quelques chiffres. Aujourd'hui, il n'y a aucun ouvrier à l'Assemblée nationale. La Chambre élue en 1936 en comptait 56, ce qui était 2 fois plus que la Chambre précédente et 11 fois plus que celle de 1876. Bah oui, il y avait les communistes. Voilà. 16 fonctionnaires de rang moyen ou subalterne, 33 instituteurs, soit 33 fois plus qu'en 1876. C'est quoi le problème aujourd'hui? Plus d'ouvriers, très peu d'employés subalternes. C'est que la politique s'est redevenue... on a réinstauré finalement un suffrage censitaire quelque part. Oui, oui. Enfin, là, c'est deux choses. Le suffrage censitaire, c'est le droit de vote. Là, c'est la question de l'éligibilité. Et de fait, il y a toujours une différence. Dans l'histoire, le droit de vote et l'éligibilité ont été traités différemment. Et pendant longtemps, d'ailleurs, le sens, donc le niveau d'impôt nécessaire pour avoir le droit de vote était un peu inférieur au sens d'éligibilité. Ceux qui avaient le droit d'être élus étaient vraiment là les plus riches. C'est même le cas sous la Révolution française, hein, parce que sous la Révolution française, en 1789, quand on crée finalement le premier suffrage, pour avoir le droit de vote, il faut payer comme impôt l'équivalent de 3 journées de travail moyenne dans le département. Ça fait à peu près 60% des hommes en âge de voter. C'était un suffrage à 2 degrés. Pour avoir le droit d'être électeur, grand électeur au 2e degré, c'était l'équivalent de 10 journées de travail. Donc on tombait déjà à beaucoup moins, je ne sais plus le pourcentage pour le 2e degré. Et pour avoir le droit d'être député, il fallait payer l'équivalent d'un marc d'argent, c'est-à-dire selon les départements entre 50 et 100 journées de travail. Ce qui fait que là, ce n'était plus que 1% des hommes en âge de voter qui avaient le droit d'être élus. Donc cette restriction et cet enfermement de la représentation en ne représentant que les plus riches, elle est ancienne, hein. Ça, c'est assez classique. Pourquoi c'est le cas maintenant? Déjà parce que pendant très longtemps, s'il y a eu des ouvriers à la Chambre, c'est parce que de fait, c'était les députés communistes, hein, et que, le Parti communiste a beaucoup moins de députés qu'il n'a pu en avoir. Là où il y a le plus d'ouvriers, c'est dans les chambres des débuts de la 4e République, quand le Parti communiste est quasi le premier parti de France ou un des premiers partis de France. Et puis aussi parce que même au sein du Parti communiste, on fait moins monter dans les logiques internes de fonctionnement du parti les ouvriers qu'on le faisait dans ces années-là. Donc la combinaison des deux fait que il n'y a plus d'ouvriers à la Chambre. Est-ce que c'est pas également la conscience de classe qui a diminué avec la mondialisation, avec le fait qu'il y ait moins peut-être de travaux manuels, plus de travail précaire? On a l'impression de nos jours que même si on est ouvrier, on n'en a pas conscience, parfois. Alors ça, faudrait demander aux sociologues qui bossent maintenant sur le monde ouvrier, ce qui n'est pas mon cas. Oui, c'est sûrement beaucoup moins fort que dans ces années-là, mais c'est toujours extrêmement présent. Même s'il y a tout un tas de tentatives pour le détricoter et pour faire exploser cette conscience de classe, hein. Mais j'aurais plutôt tendance à mettre l'accent sur les autres explications. Alors, le dernier ouvrage, c'est Rage Against the Machism, aux éditions du Détour. Ouais. Superbe accent. Avec la belle illustration, je le précise, en couverture, de Fred Sochard, que vous pouvez suivre sur Twitter. Finalement, le parti pris du livre, c'est de dire qu'à travers les siècles, finalement, les femmes se donnent la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Plein de choses. D'abord, ça veut dire que... alors, comment le dire simplement? En fait, d'abord, rappeler que les femmes se battent pour leurs droits et pour leur égalité, femmes-hommes, depuis longtemps, et que ce n'est pas quelque chose de neuf, que c'est quelque chose de beaucoup plus constant que ce que l'on veut bien dire. C'est pas simplement des
des moments d'embrasement, c'est permanent. Enfin, c'est-à-dire que on a en permanence des textes, des femmes, des associations qui se sont battues pour les droits des femmes, hein. Donc il y a cette idée que la plupart des luttes qui sont menées. Alors moi, je travaille depuis la Révolution française, que c'est les périodes sur lesquelles je travaille, mais on pourrait même sur certaines remonter plus avant. Mais la plupart des luttes sont des luttes qui se mettent en place dès le début et qui sont présentes en permanence. En fait, pour moi, il y a l'idée de couper l'herbe sous le pied. Je pensais à une de Valeurs Actuelles qui m'avait fait dégoupiller d'énervement. C'était les féministes sont-elles devenues folles, avec comme argument qu'elles seraient devenues folles, voilà, les histoires c'est quoi, elles cassent l'ambiance en soirée, en gros elles font chier avec la cuvette WC, et la fameuse écriture inclusive. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte que la plupart de toutes les questions qui sont posées actuellement pour les femmes, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la question de la langue, la question de la non-mixité, bon, là, c'est les 3 qui me viennent, mais il y en aurait d'autres. Elles sont très anciennes. Il y a des textes d'Hubertine Auclair en 1880 qui protestent contre la masculinisation de la langue et demandent la féminisation de la grammaire. On trouve ça aussi sous la Révolution française. Évidemment, on trouve ça au moment où l'Académie française fait justement ce travail de masculinisation de la langue. Donc c'est un vieux combat. Les féministes ne sont pas devenues folles. Elles continuent sur leur lancée. Ça fait longtemps aussi que... les femmes protestent contre les violences sexistes et sexuelles qui leur sont faites. Il n'y a pas eu un moment de reconnaissance d'un soi-disant droit à importuner. Ce n'est pas vrai. Je regardais ce matin même un journal de la Révolution française qui paraît sur 13 numéros entre février 1791 et l'automne 1791, qui s'appelle le journal de l'Hymen, et qui appelle les femmes à raconter les violences qu'elles subissent de la part de leur mari. Enfin, franchement, on a l'impression d'avoir une émission des années 70, quand on disait qu'on commençait à se préoccuper de ces questions, ou actuellement. Non, elles disent ce que racontent les femmes actuellement, et on est en 1791. À une époque où les révolutionnaires sont globalement très peu enclins à donner des droits aux femmes et à parler d'égalité. Vous vous rappelez une citation de Condorcet qui est un petit peu une exception à l'époque, mais il y a beaucoup de révolutionnaires. Alors c'est compliqué parce que la révolution, enfin les révolutionnaires ne vont pas donner le droit de vote ni le droit d'éligibilité aux femmes, de même qu'ils vont leur refuser l'accès aux armes, c'est-à-dire l'accès aux forces publiques, que ce soit l'armée ou la garde nationale. En revanche, pendant la Révolution française, du moins jusqu'à 93, elles ont le droit d'association, elles ont le droit de réunion, elles ont la liberté d'expression comme les hommes, elles peuvent donc ouvrir des journaux. Elles obtiennent la capacité civile, hein, qui leur sera retirée par Napoléon. Elles obtiennent l'égalité des successions, elles obtiennent l'égalité dans le mariage, l'égalité face au divorce. Donc il ne faut pas non plus... pareil, ça c'est le grand truc des Onfray et autres en ce moment, que de dire alors vous aimez bien la Révolution, mais en fait elle a été très très méchante avec les femmes. Non, en fait mon gars, c'est un peu plus compliqué. Oui, il y a la question du vote, mais en même temps, au bout du compte, c'est une espèce de parenthèse où elles ont eu une capacité juridique qu'elles vont perdre et ne vont retrouver qu'en 1938. Donc pour dire que ça a quand même été très long. Le moment le plus critique, donc c'est 93, c'est quand le décret Amar leur retire le droit d'association, suivi de décrets en 95 qui vont leur retirer le droit d'assister aux séances parlementaires. Donc là, effectivement, il y a un recul dans les droits politiques net qui s'explique aussi pour des raisons de contexte. Je trouve que la plupart de ces clubs de femmes étaient des clubs hébertistes, donc très à gauche. Donc il s'agissait en fait de régler des problèmes d'opposition interne à l'intérieur du parti des montagnards. Mais quand même, en tout cas, on peut pas dire la Révolution française est misogyne. C'est plus compliqué. Et sur le fait que les femmes se tiennent la main à travers l'histoire, ce que j'ai apprécié dans ce livre, en tout cas, c'est qu'il y a il y a un parti pris qui est assumé de visibiliser les femmes également des colonies. Et finalement, aujourd'hui, même si on connaît certaines femmes dans des pages glorieuses de l'histoire de France ou d'ailleurs, finalement, on a très peu de noms de femmes des colonies qui ont survécu. Oui, alors ça, c'est aussi un effet
toujours des problèmes d'invisibilisation que produit même la production historique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, celles et ceux qui ont fait de l'histoire des femmes ont fait l'histoire des femmes blanches et des femmes de... On dit pas, enfin, si on peut dire métropole, si à ce moment-là il y a les colonies, donc c'est bien la métropole. C'est que maintenant, enfin, c'est plus problématique d'utiliser le terme maintenant. Et donc, ce ne sont pas posées la question coloniale. Les premières études de femmes puis du genre se posent peu la question coloniale. Et à l'inverse, les historiens et les historiennes qui faisaient de l'histoire coloniale n'ont pas fait cette histoire coloniale au prisme du genre. Et il a fallu le temps que se rencontrent finalement ces deux approches et que l'on puisse faire de l'histoire coloniale au prisme du genre, de même que l'on puisse faire de l'histoire des femmes en se posant la question, ça c'est une démarche d'intersectionnalité, de la place des femmes racisées dans cette histoire des femmes. Et donc c'est des travaux qui sont plus récents, qui sont donc moins vulgarisés, qui sont moins connus et qui commencent actuellement à être plus diffusés. Et donc c'est ça parce qu'il y a des choses qui ont été écrites, il y a de très très beaux travaux sur les colonies, sur à la fois les dominations et les agentivités des coloniaux, mais c'est jamais au prisme du genre. Ça reproduit finalement les défauts. L'histoire ouvrière, ça a longtemps été ça, hein. On faisait l'histoire ouvrière, mais sans faire l'histoire des ouvrières. On faisait l'histoire des ouvriers. Au début, dans cette fameuse histoire des lapins, on a eu du mal à mélanger les lapins. Maintenant, on commence à se poser la question de tous les types de lapins et de croiser les dominations des lapins pour en faire l'histoire de l'intersectionnalité, ce qui fait péter un câble à un certain nombre d'éditorialistes de droite. Mais le fait est que c'est une approche scientifique qui est tout à fait efficace pour comprendre des systèmes de domination et qui fait progresser dans la compréhension des systèmes de domination, point barre. Et donc, on peut effectivement travailler beaucoup plus. On a beaucoup plus de travaux maintenant qui permettent de parler des femmes colonisées, donc des femmes dans les colonies et colonisées, comme des femmes racisées en France. On avait reçu il y a quelque temps Maboula Soumaoro qui nous en avait parlé. Justement, pour ceux qui ne le sauraient pas, puisqu'on est aussi un podcast de vulgarisation, comment vous pourriez définir l'intersectionnalité ? En fait, l'intersectionnalité, c'est partir du principe que il y a plusieurs types de domination, des dominations sociales, hein, des dominations de genre, donc des hommes sur les femmes, et des dominations en fonction de son origine et de la couleur de sa peau. Et que, en fait, ces dominations, un individu peut cumuler un certain nombre de statuts de dominé, si on peut dire. On peut être donc femme, noire et ouvrière ou femme de chambre, hein, ce qui est, je pense évidemment à la lutte là des femmes de chambre des hôtels de luxe dans le nord parisien. Et quand on cumule, en fait, eh bien, on se rend compte que ces dominations se croisent, s'ajoutent. Dans des cas très rares, elles peuvent s'équilibrer. Hein. Quand on travaille, le travail que j'avais fait avec la journaliste Aude Loriot sur les femmes en politique montrait qu'il était plus facile pour une femme... Enfin, c'était plus facile de monter en politique quand on était une femme maghrébine que quand on était un homme maghrébin. Qui avait les femmes racisées montaient plus facilement en politique que les hommes racisés. C'est un cas où ça peut où le fait d'être femme jouait en faveur. Mais sinon, une femme, la première qui a travaillé, c'est une chercheuse américaine, et elle montre bien que les femmes afro-américaines subissaient des dominations en tant que femmes, des dominations en tant qu'afro-américaines, et que ces dominations, ces stigmatisations, ces violences, ces discriminations n'étaient pas non plus celles que subissaient les femmes blanches, donc il y avait bien une particularité, et n'étaient pas non plus celles que subissaient les hommes afro-américains. Et donc, il était intéressant de travailler sur cette spécificité de ce que pouvaient subir et aussi la façon dont elles pouvaient agir et réagir. Hein, à nouveau, les lapins ont des fusils en croisant les choses. Et c'est juste ça, l'intersectionnalité. C'est la possibilité de varier les approches pour travailler avec plus de nuances, avec plus de précision, avec plus de compréhension de la réalité. Parce que sinon, on passe à côté de la compréhension du réel. Alors vous parlez également dans ce livre du mouvement MeToo, dont il y a une citation qui va vous plaire.
J'avais vu que la journaliste Eugénie Bastier avait dit que Ah, c'était du 1793 hmm. sexuel qui se jouait. Bon, là encore, Ah, puis elle on doit pas convoque aimer les imaginaires. 93. Eh oui, oui, je faudrait que je la garde cette citation parce qu'elle dit tellement de choses. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Parce qu'elle a l'impression qu'on coupe la tête des mecs. Enfin, c'est ça sa peur? Non, non, c'est en plus franchement. Alors, le MeToo et là, il y a une véritable ampleur, mais la dénonciation des violences sexuelles, elle est ancienne, hein, elle est pas neuve. Je vous dis, je la trouve dans un. Alors, c'était pas 93, chère Eugénie, c'était 91 dans le journal de l'Hymen, mais non, on trouve. Enfin, une désole, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, devant autant de conneries, qu'est-ce que je peux répondre? Un 93, c'est quoi son truc? Sexuel. Ouais, bah, ça veut rien dire en fait. Parce qu'en plus, moi, si on me dit 93, hein, je pense pas à la guillotine. Moi, à 93, je pense au maximum. Je pense au fait que le taux de mortalité à Paris a été le plus bas de toute la décennie. Il faut expliquer ce qu'est la loi sur le La maximum. loi sur maximum, c'est sous la pression d'ailleurs de la mobilisation des sans-culottes. La Convention vote un prix maximum pour tous les produits de première nécessité. Ça va des sabots au pain en passant par la viande séchée ou fraîche, le tabac et les produits, les matières premières pour l'industrie quotidienne. Donc, ça a permis de bloquer les prix. Et donc, ça a mis fin à tout un tas de situations de famine, de disette, de difficultés financières. Moi, je pense 93, je pense droit à l'instruction, je pense à la canale et aux ouvertures des premières écoles, je pense à la reconnaissance des droits sociaux. Pour moi, c'est ça 93. Là, je fais mon historienne de gauche, hein. Cela dit, rien de ce que je dis est faux historiquement. Et au bout du compte, ne voir dans 93 que le rasoir sanglant de la guillotine, Ou les c'est noyades une de erreur. Nantes, la Hein? baignoire nationale. Oui, voilà, c'est ça. Oui, évidemment, mais il y a les deux. C'est-à-dire qu'évidemment, quand je fais un cours, j'explique les Bien deux. sûr. Mais moi, j'en ai marre qu'on n'explique jamais les étudiants quand on les prend en cours. Oui, la guillotine, ils connaissent. Nantes, pas trop, parce qu'en fait, mais bon, et puis ils peuvent même parler de génocide vendéen. En revanche, ils n'ont jamais entendu parler du maximum, jamais entendu parler du droit à l'assistance, jamais entendu parler du droit au travail, jamais entendu parler du droit à l'instruction, jamais entendu parler. Tous ces trucs-là, ils connaissent pas. Donc, on dit tout. Nous, on cache pas les violences de la Révolution française. Il est hors de question dans un cours de ne pas en parler. Évidemment, on ne parle pas de génocide 21, puisque scientifiquement, ce n'est pas un génocide. Maintenant, il y a des crimes de masse et des crimes de guerre, évidemment. Donc il faut être un peu honnête. Mais c'est bien si c'est un 93 sexuel, on a peut-être un peu de chance de changer les choses. Finalement, je préfère ça que si elle nous disait c'est en 1817 où il se passe rien et au bout du compte, ça ne change rien. Avec un 93, on a des chances que ça s'arrête un peu. Vous l'expliquez un petit peu dans le livre, mais à la relecture, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser la question. Selon vous, pourquoi MeToo, c'est quand même un cas qui est relativement anecdotique par rapport à ce que toutes les femmes ont vécu de violence précédemment dans différentes industries, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Pourquoi avec MeToo, il y a quelque chose qui se cristallise? Alors ça, c'est toujours... mais pourquoi l'étincelle met-elle le feu à la plaine? Alors, elle met le feu à la plaine parce que la plaine est sèche. Ça, je peux l'expliquer que la plaine, elle est sèche. Les violences faites aux femmes, ça faisait un petit bout de temps qu'il y en avait marre. Il y a un meeting absolument fabuleux dans les années 76, en 76 à Paris. On a l'impression que c'est l'affiche du meeting de la mutualité de 76, ça pourrait être une affiche MeToo. Tout est dedans, tout est déjà là. Et tout est déjà là, même un peu dans le journal de l'Hymen, il y a des trucs qu'on trouve aussi. Je regardais ça ce matin, donc je suis un peu bloquée là. Donc la plaine, elle est sèche. Pourquoi celle-là et pas l'autre? Ça, en fait, on peut pas. Je sais pas pourquoi ça a marché. Pourquoi d'un seul coup, d'autres femmes se sont mises. Il y a l'effet, ce qu'on dit, l'effet réseaux sociaux, ils fonctionnent. Ça a tendance à. Ça permet la diffusion, mais c'est juste un outil, c'est pas une cause. Alors, transition toute trouvée, Twitter. Vous êtes, je pense, une des historiennes qui est les plus suivies sur Twitter aujourd'hui. Je crois qu'au dernier comptage, vous avez à peu près 94 000 Je crois que j'ai moins que Berne. followers. Mais est-ce que c'est un historien? La question. Non, mais quand le Figaro avait fait sa liste, ils avaient mis Berne devant, justement, ça m'a fait énerver. Non, évidemment que c'est pas un historien. C'est pas un historien si on considère que l'histoire est une science.
Vous avez, moi, je vous ai connu il y a quelques années sur Twitter, puisque vous faites toujours d'ailleurs ce qu'on appelle des threads. Je le dis, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de manière de faire des cours de façon court et condensée, façon culture populaire. Oui, en fait, quelque part, si on regarde parce que pour faire ça, ça me demande vachement de boulot, hein. Parfois, les gens ont tendance à penser que ça, c'est facile à faire. Non, non, ça demande énormément de travail. En gros, ça correspond à une grosse notice dans l'Encyclopædia Universalis, hein. C'est des fils de 10 000, 15 000 signes à peu près. Et c'est de la vulgarisation historique et scientifique. Et comme c'est sur les réseaux sociaux, c'est évidemment à but d'éducation populaire. Je peux aller faire des conférences, ça m'arrive assez souvent de faire des conférences dans des universités populaires ou dans des librairies. Au bout du compte, je fais la même chose, sauf que là, je le fais sur Twitter avec l'écriture Twitter. C'est la seule chose qui change, c'est le support. Mais c'est une démarche d'éducation populaire et de vulgarisation scientifique. Je varie juste les supports. Il y a une question aussi que je voulais vous poser, c'était il y a Donald Trump qui a été suspendu de Twitter. C'est marrant parce que j'étais assez surpris des réactions, c'était assez mitigé. Il y a des gens même de gauche qui se disent que c'est pas forcément une bonne nouvelle. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que j'ai moins entendu de gens gueuler sur le fait qu'aux États-Unis, les gens n'ont pas la sécurité sociale que sur le fait que Trump ait été privé de Twitter. Moi, je suis assez Charles Fourier, hein, le plaisant souverain que celui qui meurt de faim. D'abord les droits sociaux, après. C'est quand même important cette question des réseaux sociaux. Oui, enfin, je vais pas. Enfin, je vais pas dire que c'est bien enfin, je me suis pas réjouie de la suspension de Trump, surtout qu'en plus, enfin, je pense qu'il faut faire aussi une différence. Il est encore pour 10 jours, espérons qu'il va pas. On sait pas. Ouais, bon, cela dit, enfin, c'est bon, quoi. C'est pas comme si il était enfermé dans une pièce. Avec impossibilité de parler. Enfin, je vais pas pleurer. Non, là. Alors moi, ce qui pourrait m'interpeller sur cette question, c'est pas tant le sort de Trump, mais c'est un petit peu ce qu'Edward Snowden a tweeté il y a 2 jours, je crois. C'est qu'il dit peu ou prou, traduction libre de droit, puisqu'il le dit en anglais, il dit que dans quelques années, on se souviendra du jour où Donald Trump a été suspendu de Twitter, en bien ou en mal. Dans le sens où je pense que la question de fond, c'est de se dire qu'un type qui est un milliardaire de la tech, qui est Jack Dorsey, peut supprimer un compte privé, comme il pourra le faire demain pour des gens de gauche ou d'extrême gauche ou ailleurs, mais c'est de se dire que ce type-là n'a pas à avoir ce pouvoir-là. Que ça tombe sur Trump, effectivement. Si on est opposé à Trump, on peut s'en réjouir d'ailleurs, mais c'est sur le principe même. Oui, non, mais ça, je comprends. Et de même que, quand je vois, il y a des comptes qui sont supprimés sur d'évidentes raisons politiques et sur des raisons politiques qui ne touchent pas parce qu'ils tombent sous le coup de la loi. C'est-à-dire que pour moi, un compte raciste doit être supprimé. Enfin, le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Donc là, on supprime. Quand c'est juste des opinions, là, non, on supprime pas. Je suis pas pour supprimer. Vous n'allez pas me dire que je suis favorable à la censure pour les uns et pas pour les autres. Non, évidemment, la censure, elle est pour personne. C'est juste que, franchement, je trouve que l'on met son indignation pas forcément sur les choses les plus évidentes qui doivent indigner. La façon dont les médias, de façon générale, les médias dominants ont traité ce qui s'est passé. C'était le 6, hein, C'était jeudi, je crois. Ouais, jeudi dernier. Ouais, c'est 6. Ouais. Le fameux assaut du Capitole. Oui, le fameux assaut du Capitole, réduit uniquement à son répertoire d'action, sans qu'on n'interroge jamais les idées, ce qui est porté par ceux merde, on a affaire à des suprémacistes blancs avec un racisme chevronné, avec une nostalgie des temps de la ségrégation et de la haine raciale. Enfin, c'est ça qu'il faut dire. On a vu des drapeaux confédérés. Oui, c'est pas du tout surprenant. Et ça, je trouve que c'est pas l'autre là avec ses cornes de bœuf, mais il aurait n'importe quoi, il aurait un poireau dans les narines, ça changerait rien au fait que ce type est un suprémaciste blanc raciste. C'est ça le plus important. C'est quoi, du point de vue de l'historienne, je dirais là, cette manifestation de
néo-nazi, une insurrection, certains ont dit, ou c'est juste... Oui, bien sûr que c'est une insurrection. Si on ne regarde que le répertoire d'action, c'est une insurrection, mais c'est une insurrection d'extrême droite, évidemment. Une révolution, c'est... admettons que ces gens-là auraient réussi. Est-ce qu'on aurait pu parler de révolution? Parce qu'une révolution, quand même, il y a l'aspect quand même de progrès social. Oui, parce que historiquement, il se trouve que les révolutions, ce qui fixe le mot, parce que avant la Révolution française, le mot révolution, il ne veut pas dire la même chose. Hein. Avant la Révolution française, bon, bien avant, même avant la Révolution anglaise et américaine, c'est un terme astrologique, donc ça n'a rien à voir. Et en fait, le mot révolution devient un terme politique, d'abord avec la Révolution anglaise, et ensuite les révolutions américaines et françaises. Et donc, il devient un terme politique en marquant justement une idée de progrès, une idée de souveraineté de la nation ou du peuple, une idée de liberté, une idée d'égalité. Donc, il est nécessairement, de par son histoire, attaché à ces aspects-là. Et par conséquent, ceux qui réclament, ce qui est le cas de cette insurrection, donc finalement un retour à un ordre ancien, qui est un ordre raciste, qui est un ordre inégalitaire, qui ne repose pas sur la liberté, mais seulement sur la liberté d'un tout petit nombre par rapport aux autres qui en seraient privés. On n'est pas dans cette idée de progrès, donc c'est pas une révolution. Alors la difficulté, c'est que ça fait longtemps que le camp conservateur et réactionnaire a essayé de récupérer à son profit le terme de révolution parce que justement, il est porteur d'une image positive, d'où la fameuse révolution conservatrice de Reagan, mais c'est pas des révolutions, en fait. De toute façon, révolution et conservatisme, déjà, c'est un soleil noir, c'est un oxymore, donc... c'est pas des révolutions au sens strict. Alors avant, il y avait aussi la révolution nationale Vichy, hein, mais pareil, c'est pas une révolution, c'est le retour à un ordre traditionnel ancien, et on n'est pas dans une dynamique vers plus d'égalité, plus de liberté, plus de progrès pour toutes et tous. Et c'est ça, parce que le mot en tant que tel, il n'existe que parce que des événements, et notamment l'événement de la Révolution française, les événements de la Révolution française lui ont donné du sens. Donc on ne peut pas non plus en faire absolument n'importe quoi. Je vous renvoie au bouquin de Ludivine Bantini sur le terme révolution, où elle analyse ça très bien et avec beaucoup plus de temps que j'en ai là. Surtout que c'est plus facile quand on a le temps de bien écrire que quand on parle vite fait à un micro. Mais oui, c'est porteur que ça est. Il y a une tentative de récupération, mais la révolution est forcément porteuse d'idées progressistes, émancipatrices, ce que ne saurait être ni une révolution conservatrice et encore moins une révolution de suprémacistes blancs s'en prenant au Capitole. Est-ce que vous pensez, avec le climat dans lequel on est aujourd'hui en France, où il va y avoir une année quand même socialement qui va être très difficile, et où on a l'impression finalement que, comment je pourrais dire ça, mais les luttes sociales et les manifestations traditionnelles de revendication n'ont peu ou plus de débouchés, c'est-à-dire qu'on manifeste massivement contre les retraites, les réformes se font quand même. Est-ce que finalement ça va pas favoriser une colère populaire dont on ne sait pas où elle va aller? Si, mais justement, on ne sait pas où elle va aller. Mais si, forcément. Enfin, c'est pour ça que je pense que c'est très grave à réduire la démocratie au processus électoral, à réduire le citoyen à l'électeur, à ne pas, à ne plus écouter, entendre toutes les autres formes d'intervention dans l'espace public et donc de souveraineté. On prend le risque, effectivement, ça parte dans tous les sens, avec aussi la destruction d'un certain nombre, la destruction destruction, le terme est trop fort, mais l'appauvrissement des syndicats, c'est en fait tout ce qui peut être condition d'une vie démocratique. Ouais, démocratique, qui soit conflictuelle, mais pour autant pacifique. Parce que la démocratie non conflictuelle, c'est impossible. La démocratie, c'est conflictuel, c'est normal, on ne peut pas être tous d'accord. Mais il faut s'arranger pour que l'idéal est que ce conflit se règle de façon pacifique. Et donc, ça implique aussi des soupapes, ça implique des écoutes, ça implique des possibilités de prendre en considération des oppositions. Si ça disparaît, évidemment, il y a un risque
Mais un risque de je sais pas quoi d'ailleurs, le propre de l'historien. C'est pour ça, ça me fait toujours marrer quand on me demande en tant qu'historienne comment je pense que les choses vont arriver. Mais en fait, l'historien, il voit que tout peut arriver, tout, le pire, le meilleur, la catastrophe, le merveilleux, et tout ça d'ailleurs à 2 années de suite, on peut avoir quelque chose d'extraordinaire et juste après, enfin extraordinaire, là j'ai un jugement de valeur, donc ça peut être, enfin je veux dire par exemple moi si je dis 36 c'est extraordinaire, évidemment pour Louis Renault, patron de Renault, les grèves de 36 c'était pas extraordinaire, donc j'ai conscience que là je suis subjective, mais juste après en 38 retour, et puis enfin c'est 36, c'est une révolution. les grèves, c'est-à-dire que on peut pas tout à fait dire que c'est une révolution parce qu'il n'y a pas de changement fondamental de l'ordre politique. C'est peut-être pour ça que finalement dans le comment dire dans l'imaginaire populaire, elle a une réputation immaculée quoi. 36, c'est il y a pas le on l'a pas sali de la même manière que 1871, que 1789, etc. Je suis pas d'accord avec vous parce que les discours anti-36, qu'est-ce qu'il y en a eu? Enfin, il y a eu plein de discours de la bourgeoisie, des médias contre les salopards en casquette. À l'époque, oui. Oui, Ah, mais à l'époque, oui. Maintenant, c'est quand même assez consensuel, 36. oh, non, je suis pas si. Enfin, ça marque moins. Il y a moins de discours négatifs que sur les révolutions, mais parce que de fait, les changements ont été moins d'ampleur. Même si les accords Matignon, il y a quand même des éléments. Enfin, je veux dire, merde, les congés payés, quoi. Enfin, c'était pas rien. Un véritable coup de fouet aux conventions collectives. Enfin, il y a des choses qui sont importantes en 36. Mathilde Larère, je vais vous remercier d'être venue. En, Je vais vous remercier de m'avoir invité. en rappelant votre dernier ouvrage, avec mon meilleur accent, Rage Against the Machism, aux éditions du Détour. Et vous savez qu'il est de tradition ici que nous laissions le dernier mot à l'invité. C'est votre moment pour dire ce dont vous avez envie à vos élèves, à vos auditeurs et auditrices, ou à quiconque. C'est dur, hein, votre truc. Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai envie de dire? Si d'abord je m'adresse aux étudiants et aux étudiantes, c'est ce que j'ai dit au début, vous me manquez. J'ai vraiment envie de refaire court, j'aimerais tellement j'aimerais qu'on trouve les solutions sanitaires satisfaisantes pour qu'on accueille. J'aimerais qu'on cesse de mépriser à la fois les étudiants et les profs. J'aimerais qu'on mette fin à toutes ces mesures délétères. On est en train de casser quelque chose qui est juste merveilleux, à savoir l'enseignement supérieur et la recherche, hein. Et on est tous à se battre, un peu enfermés face à nos Zooms, à essayer de faire quelque chose. On ne sait pas quoi faire. Franchement, des fois, j'ai juste envie de chialer, quoi, tellement c'est dur. Je trouve que c'est vraiment dur. Donc, j'espère qu'on va trouver un moyen de sortir de ça. Merci.